Merci. Bonsoir à tous pour cette première table ronde de l'après-midi. Donc, nous l'avons entendu, un enjeu mondial. Il va être question de la stratégie du gouvernement israélien pour s'opposer à la contestation de sa politique en Israël et dans le monde. Vous le savez, je ne sais pas si ça a été dit ce matin, mais que dimanche 7 janvier dernier, le ministère des Affaires stratégiques israéliennes a publié une liste de 20 organisations étrangères dont les membres seront dorénavant interdits d'entrer sur le territoire israélien. Il leur est reproché de participer au mouvement international BDS, dont il a beaucoup été question dans la matinée. Alors, parmi les organisations visées, 11 sont européennes. On y trouve, par exemple, l'association France-Palestine Solidarité, européenne, mais pas seulement. Aux États-Unis, c'est Jewish Voice for Peace qui est citée. En préparant cette table ronde, j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un chiffre, et je parle sous le contrôle de Léa Tsemel, selon lequel la réponse au mouvement BDS, côté israélien, a été la formation d'un nouvel organisme semi-étatique doté d'un budget de 65 millions d'euros, ce qui évidemment n'est pas rien. Il sera intéressant bien sûr d'entendre à la fois ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe au Royaume-Uni. Les États-Unis étant, comme vous le savez, le principal soutien d'Israël dans le monde. La stratégie du gouvernement israélien pour s'opposer à la contestation de sa politique en Israël et dans le monde, les lois contre les ONG, les lois anti-BDS, liste noire, stratégie d'influence. Léa Tsemel, je vais vous passer la parole, non sans avoir rappelé que vous êtes avocate israélienne qui défend les détenus politiques palestiniens depuis 1972, cofondatrice du Public Committee Against Torture et membre de son conseil d'administration. Vous êtes aussi membre du Conseil international de SOS Torture. Vous avez reçu le prix des droits de l'homme de la République française en 1996 et le Hans Litten Human Rights Award, prix allemand de 2004. Vous allez nous détailler les nouvelles lois israéliennes, dont on le sait, et l'objectif est de limiter les activités des défenseurs des droits des Palestiniens. Comment marchent ces lois? Quelles activités sont principalement visées? Vous avez la parole, Léa Tsemel. Thank you. As I said before, merci. Comme je l'ai dit auparavant, we don't have nowadays any aujourd'hui, development nous of cooperation, n'avons ideological pas cooperation between vraiment Israelis and de Palestinians. développement de coopération we don't have idéologique any entre les Israéliens et les Palestiniens. Il n'y a pas non plus de vraie coopération stratégique entre les Palestiniens et les Israéliens. Et bien évidemment, nous avons du mal à mettre en place une résistance commune entre les Israéliens et les Palestiniens. Qu'est-ce qui existe vraiment? Je pense qu'il y a quelque chose d'évident dont je peux parler, à savoir les activités humanitaires. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Donc les activités humanitaires. De nombreux Palestiniens, des militants politiques, ont ouvert des organisations de défense des droits humains, ainsi que de nombreux militants israéliens. Et auparavant, j'expliquerai pourquoi je dis auparavant, nous avions de nombreuses organisations qui s'occupaient de différents secteurs, le secteur de la santé, des organisations qui avaient accès à différents territoires occupés. Nous essayons de travailler en faveur des femmes prisonnières, par exemple. C'était quelques exemples. Mais aujourd'hui, toutes ces organisations de la société civile sont menacées, les organisations palestiniennes comme israéliennes. Bien évidemment, les organisations palestiniennes sont attaquées dès qu'Israël peut mettre en avant un contact avec des organisations jugées terrorisme. Et bien souvent,
les organisations ne peuvent pas fonctionner. Même, par exemple, des commémorations ont été organisées pour la journée de la femme à Jérusalem et ces activités ont été annulées. Tout ce qui peut être perçu par Israël comme en lien avec l'autorité palestinienne est complètement interdit à Jérusalem. Et comme vous le savez parfaitement, les organisations israéliennes sont toutes pauvres, n'ont pas d'argent parce que le financement international, si important pour leur existence, ont été supprimés. Ces financements ont été supprimés essentiellement à la demande d'Israël et en raison d'actions prises par Israël, à savoir qu'il faut déclarer d'où viennent les financements et s'il y a un lien suspecté avec même une organisation terroriste dormante, on peut oublier l'accès à ces fonds. Vous avez parlé, Shawan a parlé un peu de la situation. Je pense qu'il pourra développer ce point ultérieurement. Nous avons à présent des lois qui ont été votées facilement. La première est la loi contre le boycott, contre la campagne BDS. Qu'est-ce qui est inscrit dans cette loi? Elle est passée par plusieurs étapes, mais au cours de la dernière phase, celle où le projet de loi a été voté, il n'est pas inscrit que l'appel au boycott est un délit pénal. Non, ce n'est pas ce qui est inscrit. Cependant, appeler au boycott publiquement, au boycott de l'État d'Israël ou de n'importe laquelle de ces institutions dans un territoire qui est contrôlé par le gouvernement, demander à ce qu'il n'y ait pas de contact économique, politique ou culturel ou universitaire. Et si cet appel peut si cet appel peut être suivi des faits et conduire au boycott, alors une action civile peut être lancée dans tous les territoires, les colonies qui pourraient être victimes, entre guillemets, de cet appel au boycott. Si, comme je l'ai décrit, l'objectif de l'appel au boycott est suivi des faits, alors la personne qui a émis l'appel au boycott peut être jugée pour dommages et intérêts. Ils ont publié une liste de 20 organisations, une liste noire, donc comme nous en avons parlé, qui ont à présent l'interdiction de rentrer sur le territoire israélien. C'est en théorie, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Ils ont déclaré que si les individus jouent un rôle essentiel dans ces organisations, s'ils sont très actifs, si l'on sait que ce sont des militants actifs, alors ils n'auront pas le droit de pénétrer sur le territoire israélien. Il y a également la possibilité d'évaluer si la personne est très importante, si elle est influente. Il y a également le problème juif, à savoir que toute personne juive qui a le droit inhérent de venir en Israël, que se passe-t-il si cette personne juive appelle également au boycott et si c'est également une personne importante d'une de ces organisations inscrite sur cette liste noire? Alors, ils répondent à cette question. La situation peut changer. Cela dépend de quel est
l'objectif de cette organisation, quels sont les dégâts politiques causés par cette politique. Et Luisa Morghetti, par exemple, qui n'est pas juive, n'a pas eu le droit de rentrer sur le territoire israélien. Elle était membre du Parlement européen et elle en a beaucoup parlé. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et après des années de bataille, pour réussir à entrer en Israël, elle a réussi à se rendre sur le territoire israélien. Donc, on voit bien qu'il est possible de faire évoluer les situations, mais c'est ainsi que les choses sont définies aujourd'hui. Et alors, et sinon, ce ne sont pas toutes les personnes qui auraient pu signer une pétition qui serait interdit d'entrer sur le territoire, mais tout militant actif dans ces organisations. Avant cette loi, nous savons que les militants du mouvement de solidarité internationale n'avaient pas le droit de rentrer sur le territoire. Toute personne ayant jamais signé une pétition ou un appel au boycott ou une critique publique de l'État israélien n'ont pas eu le droit de rentrer. Parfois, nous avons réussi à faire évoluer ces situations, nous avons réussi à les faire rentrer sur le territoire. Mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, la porte n'est pas complètement et hermétiquement fermée, mais elle est vraiment très légèrement entrouverte seulement. Comment est-ce que cela fonctionne? Je vais essayer d'être brève, parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Donc, ce qui se passe, c'est lorsque un individu se rend à l'aéroport ou à l'un des passages de la frontière, les autorités vérifient si le nom est inscrit sur la liste. Et si le nom n'est pas, si le nom est inscrit, alors ils commencent à mener un interrogatoire. Par exemple, ils vérifient votre compte Facebook, vos téléphones portables, quel est le dernier appel que vous avez passé. Et mentir est vraiment le pire que l'on puisse faire puisque cela leur donne une raison immédiate de vous renvoyer. Si jamais vous voulez lutter contre ces mesures et affirmer que j'ai le droit de rentrer sur le territoire, j'ai le droit de vérifier quelle est la situation, si vous voulez construire un cas, si vous voulez des arguments juridiques, sachez que dans les aéroports, ils ont une petite prison, ils n'ont pas une excellente nourriture, mais ils ont des sandwichs. Et donc, vous pouvez aller en prison et demander à avoir un avocat qui pourra mettre un terme ou retarder du moins l'expulsion, le renvoi à la frontière, jusqu'à ce qu'il y ait une audition, une audience. Mais donc, il est important de faire attention à ce que l'on dit à l'aéroport. S'ils n'ont pas de raison immédiate de vous renvoyer, eh bien, on peut lutter juridiquement contre ces mesures. Bien évidemment, particulièrement les Juifs qui soutiennent Israël, les gens d'extrême droite ont le droit de rentrer. Nous voulons les mêmes droits pour les Juifs qui, eux, remettent en question la politique d'Israël. Voilà donc la situation sur le plan juridique. En continuant à parler de ces lois, il y a une deuxième loi dont vous avez entendu parler. On en entend beaucoup parler aujourd'hui en Israël, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais le gouvernement polonais a voulu faire voter une loi interdisant le fait que interdisant toute personne de dire que les Polonais qu'un Polonais avait participé à l'Holocauste, ce qui est un délit pénal. Israël en a parlé, ça a été un très grand scandale. Mais ils ont oublié que nous avons une loi qui affirme, qui inscrit que l'État
qu'un État ne soutiendra pas financièrement des activités culturelles si ces dernières, théâtre, cinéma, donc si ces institutions israéliennes agissent contre les principes de l'État. Il est écrit que si l'organisation ou la pièce de théâtre ou le livre nie l'existence d'Israël comme un État juif, démocratique et libre, ou si ces institutions incitent à la violence, et si cette organisation ou ce groupe ou cet organe soutient la lutte armée ou les actions terroristes ou tout autre ennemi de l'État d'Israël, et si ce groupe ou cette institution compte la journée d'indépendance d'Israël comme une journée de deuil, ce sont des raisons justifiées pour mettre un terme au financement. Et ils disent également que si ces personnes s'expriment contre tout symbole de l'État, l'hymne, le drapeau, cela justifie la fin des financements. Cela est donc inscrit dans la loi. C'est une réelle menace, mais il ne faut pas oublier qu'elle existe. En dépit de toutes les initiatives d'organismes d'extrême droite qui sont de plus en plus forts, qui ont de plus en plus de financement, comme l'ONG, le moniteur d'ONG qui surveille toutes les activités des organisations non gouvernementales. Récemment, il y a d'ailleurs une très grande campagne contre Esana, qui a été l'une des organisations de Taïch, une organisation qui soutient les fermiers dans le sud d'Hébron contre les colonisations, contre les colons et contre l'expulsion de leur domaine, de leurs terres. Eh bien, cela peut conduire à un procès, ce qui est vraiment super pour les avocats, puisqu'il y a toujours plus de procès. Ils ont s'ils essayent, ils peuvent essayer d'accuser ils peuvent accuser la personne qui a donné le nom des Palestiniens, les a mis en danger. Et donc, cette organisation, Al-Khan, souhaite défendre les Palestiniens, mais n'a cependant pas pu mettre un terme à ces procès. Donc, les activités de cette organisation de défense des droits palestiniens ont été vraiment réduites, ce qui a vraiment mis un frein aux activités des volontaires qui souhaitent aider les Palestiniens. Sel Shara, vous avez entendu parler des activités de cette organisation qui souhaitait éviter l'éviction de Palestiniens dans des maisons qui étaient auparavant des maisons juives. Il y a une activité autour de cette organisation après de nombreuses détentions, des arrestations. Chaque vendredi, il y a des manifestations. Ils ont à chaque fois été attaqués et à présent, cette activité, malheureusement, a bien réduit. Donc, cette stratégie juridique fonctionne. Est-ce que nous avons déjà parlé du racisme israélien? Je ne suis pas sûre. Il y a donc deux questions liées au racisme israélien. L'un d'entre eux est bien évidemment les réfugiés africains qui vivent en Israël et qui souhaitent... Israël souhaiterait les renvoyer vers un pays africain, quelque part. Ils sont victimes d'oppression depuis des années et maintenant, Israël souhaite s'en débarrasser à n'importe quel prix. Et c'est surprenant, mais c'est une bonne surprise. Il y a eu une réaction de la part des Israéliens, de la société israélienne, toutes les professions
inclus. society Et je parts pense d'ailleurs are tous les signing pans de la société with the civile name, signent aujourd'hui, apposent petitions leur nom against sur des pétitions deportation. contre la Not only that, déportation also de ces some réfugiés. getting organized. People are Non points seulement to ils get s'organisent, organized to hide mais those en plus, Africans in ils their people's houses. s'organisent pour cacher people ces signed Africains that chez they eux are ready et to take all the les Israéliens responsibilities. signent des pétitions, ils sont prêts à prendre toutes leurs Eh, responsabilités. It brings about the connotation of Poland at the time, Cela nous ramène à who did l'idée, hide à ce qui se Jews, passait but en Pologne I don't know au to what moment où extent. tant de citoyens avaient We know caché very des clearly Juifs. that Nous ne the savons pas punishment that the Israelis dans would hide quelle them mesure, will de receive will quelle... not be as harsh as the others. Nous savons But que anyway, this is a la good, situation nice pour les face. Palestiniens n'est pas la même, We, amongst our mais nous, friends, usually ask the ici, question, entre nous, entre amis, nous nous or we demandons, divide people according who would, nous if nous necessary, divisons, if worse nous nous comes to worse, demandons, si nécessaire, who would hide si le pire Palestinians? survient, qui serait prêt à cacher des Palestiniens? It's always C'est toujours une an question echoing question in the qui background. revient encore et encore, que nous gardons à l'esprit, et je ne sais pas qui le ferait. Et l'autre facette du racisme dans la société israélienne, is the question of Tamimi. c'est la question de Al-Tamimi. You know the story. I don't have to tell anyone, I'm sure. But, Je suis sûre que vous avez tous entendu parler d'elle. Et ce qui qui est vraiment problématique pour le public israélien, c'est qu'Ayed Tamimi ne ressemble pas à une Palestinienne. Vous savez, elle est rousse. Et vous savez que l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, aux États-Unis, a écrit tout un article dans lequel il défend que ce sont en fait seulement des acteurs qui jouent, qui sont habillés comme des Américains au milieu de la Cisjordanie, mais ce ne sont pas vraiment des Palestiniens. Et nous savons que oui, elle est bien palestinienne. Et c'est vraiment très difficile pour la société civile israélienne d'accepter ce qui se passe là, de cette situation. Some artistes progressistes ont affirmé que c'est la vraie Jeanne d'Arc palestinienne, la vraie Anne Frank palestinienne. Ce qui, bien évidemment, n'a pas conduit à ce qu'ils souhaitaient. Ils ont été forcés de s'excuser. Mais voilà, donc, les différentes facettes du racisme israélien et de la société israélienne. Je vais maintenant arriver à la fin de mon intervention, mais je voulais souligner que de nombreuses personnes, aujourd'hui, voient leur compte Facebook étudiés, analysés. On étudie leurs traces sur Internet, sur les médias, et ensuite, ils font l'objet de procès. Et des Palestiniens, je le sais, dans les tribunaux civils, militaires, en Cisjordanie, ils sont condamnés sur la base de likes qu'ils ont pu faire sur Facebook ou sur différents réseaux sociaux. Et si je vous le dis, c'est parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, vous vous rappelez, si vous allez à l'aéroport, on vous demande « Ouvrez votre Facebook, nous voulons voir qui vous êtes ». Et nous savons bien qu'il y a un réseau très efficace qui permet de savoir qui sont les personnes. Il y a cette police de la santé, de la pensée, qui est très active, qui agit contre les personnes qui vivent en Israël, contre ceux qui veulent entrer sur le territoire israélien, et qui leur donne ainsi l'opportunité de dire « Non, vous ne pouvez pas rentrer parce que nous avons trouvé tel ou tel élément sur votre compte Facebook ». Et je n'arrête pas de dire « Nous devrions dire ce que nous devons faire ». Et donc, ma réponse est la suivante. Et il faudrait peut-être mettre en place des mesures de réciprocité. Et c'est possible. Chaque Européen, tous les pays très amicaux qui se rendent
en Israël, tous les ressortissants des différents pays européens font l'objet d'interrogatoires. Même si vous n'êtes pas musulman, bien évidemment, encore plus si vous l'êtes, vous faites l'objet d'interrogatoires, vous recevez des questions, on vous demande de donner toutes les informations et de répondre tout type de questions. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un seul ou d'une seule Israélien, Israélienne qui soit entré sur le territoire européen et qui ait eu à passer par des procédures même un tout petit peu similaires à ce type de questions dans les aéroports. Par exemple, des questions du type « Ah, vous vivez dans les colonies, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez pour l'armée, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez dans l'armée ?» Même des questions un peu plus innocentes que ça. Il n'y a rien de ce type qui existe et je pense que nous devrions agir dans ce sens et mettre en place des mesures de réciprocité. Donc, lançons un appel pour mettre en place ce type de mesures. Alors la réciprocité, c'est peut-être une mesure qui vient s'ajouter à ce qu'on a entendu ce matin lorsqu'il était question suggérée que soit demandée la suspension des accords de coopération entre l'Union européenne et Israël, une autre piste peut-être. Merci Léa Tsemel pour votre intervention qui nous a offert un large éventail des aspects de cette politique israélienne peut-être moins connue ici en France. Je vais passer la parole maintenant à Rebecca Wilkemerson, qui est directrice exécutive de l'association américaine Jewish Voice for Peace. Rebecca Wilkemerson est membre de JVP depuis 2001. Elle est sa directrice exécutive depuis 2009. En 2010, elle a été nommée parmi les 50 leaders juifs américains les plus influents par le Forward et comme l'une des 50 personnalités juives les plus influentes au monde par le Jerusalem Post en 2017. Elle a des articles qui ont été publiés dans de nombreux journaux tels que le Washington Post, le Los Angeles Times, Haaretz et Tikkun. Et elle a vécu en Israël avec sa famille de 2006 à 2009. Alors on évoquait très rapidement les États-Unis en introduction. C'est vrai que le mouvement BDS en particulier a fait particulièrement parler de lui de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis étant, comme je le disais, considérés comme le principal soutien d'Israël dans le monde. Il y a eu des incidents, là aussi je parle sous le contrôle de Rebecca Wilkemerson, mais des incidents dans plusieurs universités, des incidents intervenus évidemment dans un climat politique assez peu favorable aux défenseurs de la cause palestinienne après l'élection de Donald Trump. Et au Texas, pour citer un exemple, le gouverneur a signé un décret anti-BDS en estimant que toute politique anti-israélienne était une politique anti-Texas. C'est peut-être intéressant de le développer. En tout cas, je vous laisse la parole, Rebecca Wilkemerson. Vous allez nous parler donc du succès aux États-Unis du mouvement BDS, de sa force d'opposition, ou plutôt de sa résistance à la force d'opposition qui accourt contre elle, et comment vous parvenez à contre-attaquer. Hi, good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Je sais que nous sommes au moment fatidique après le déjeuner, après cette matinée très intense, très riche en informations. C'est un honneur que d'être ici et je voulais vous transmettre les salutations chaleureuses de Jewish Voice for Peace. Je voulais également remercier l'AFPS de m'avoir invité, d'avoir organisé cette conférence. J'ai appris beaucoup de choses ce matin et d'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu plus maintenant et peut-être tout à l'heure pendant le débat. Désolée pour les interprètes qui apparemment donc font un bon travail. Les interprètes vous remercient en retour. Je ne vais pas suivre le texte donc que j'ai transmis aux interprètes et je m'excuse en avance. Les États-Unis sont un petit peu en retard pour ce qui est du mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Mais je suis ravie de pouvoir vous dire que notre mouvement est en train de croître et de croître avec force au cours des dernières années. Et je voulais vous parler aujourd'hui de nos succès, de nos victoires et des facteurs qui ont permis notre croissance. Je vais également vous parler des tactiques utilisées par
nos opposants, qui font preuve d'un certain désespoir, tandis que nous croissons en force. Alors tout d'abord, je voulais partir d'un point qui avait été évoqué par Dominique Vidal et Isabelle Avran, et je suis désolée si j'ai écorché leur nom en anglais. Tout d'abord, il s'agit de prendre en main notre responsabilité en face de l'impunité israélienne, et nous devons également passer à l'offensive. Nous sommes en train de poursuivre nos activités sur la base de nos principes et de nos valeurs, et nous souhaitons mener à bien nos actions en respectant nos principes d'intégrité. Je vais me concentrer sur les États-Unis. Je représente Jewish Voice for Peace, mais je vais parler du mouvement de solidarité de manière plus générale aux États-Unis, car plusieurs points ce matin m'ont interpellée, mais en tout cas, je vais me concentrer sur les États-Unis. Donc, comme vous le savez sans doute, les forces politiques qui sous-tendent la tendance pro-israélienne sont très fortes aux États-Unis. Et je pense qu'il y a trois composantes à cela. Tout d'abord, il y a les organisations identifiées en tant que communauté juive, comme l'AIPAC, et je pense que cela représente à peu près le CRIF en France, si vous voulez. Ensuite, il y a le lobby évangéliste, qui en fait est très grand en taille, très important. Mike Pence, d'ailleurs, on voit bien avec sa présence qu'il fait bien passer la force de ce lobby-là. Et troisièmement, il y a la force du complexe militaro-industriel. Israël reçoit de l'aide. Il y a bien sûr des motivations qui sont purement lucratives pour les États-Unis. Et donc, je pense que ce sont les trois piliers, si vous voulez, de la politique américaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Historiquement, le pouvoir du lobby israélien était plutôt bipartisan, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des démocrates et des républicains qui étaient en faveur de la politique israélienne, quelle que soit l'action portée par l'État d'Israël. Et il ne faut pas oublier que Israël reçoit donc le plus d'aide en matière d'aide militaire. Et d'ailleurs, la dernière augmentation de cette aide s'est faite dans l'administration Obama. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Nous avons fixé un objectif, c'est celui de mettre en place une organisation sur le terrain qui soit assez importante en taille pour justement faire face à ces forces organisées qui sous-tendent la politique américaine en faveur d'Israël. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous pouvons mettre en place un socle de militants instruits, mobilisés et forts. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud ou encore dans la lutte pour l'adoption du mariage pour tous. Et on voit bien que c'est un pouvoir que détiennent les individus en face du pouvoir politique et de l'argent qu'ils ne détiennent pas. Nous sommes une organisation justement juive et je pense que nous avons un rôle très important à jouer puisque nous pouvons dire que nous n'avons pas tous en fait le même avis et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Communauté, ce n'est pas un principe homogène, il revêt plusieurs facettes, mais les personnes de confession juive aux États-Unis ont des points de vue divergents et de plus en plus de jeunes sont en faveur du peuple palestinien et les soutiennent. Donc je voulais vous parler justement de notre base de militants parce que j'en tire une source de fierté. Notre organisation compte 15 000 adhérents, plus de 250 000 sympathisants. Et ensemble, nous avons 750 millions de personnes que nous pouvons atteindre via nos réseaux sociaux. 750 000, se corrige l'interprète. Nous nous sommes fixés un objectif pour les 5 prochaines années, c'est justement de réussir à recruter
dans notre base d'adhérents, 5% de la communauté juive aux États-Unis, 60 000 personnes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Pourquoi 5%? C'est parce que les études nous montrent qu'il faudrait avoir 2 à 3% d'une communauté. Maintenant, bon, je me sens mal parce que j'emploie le mot communauté, mais en tout cas, il faut 2 à 3% d'une communauté donnée pour créer un point de rupture dans les politiques qui sont adoptées. Or, nous savons que la communauté juive aux États-Unis joue un rôle très particulier dans les politiques états-uniennes dans le Moyen-Orient. Donc, s'il y a un point de rupture, un point de basculement, cela pourrait mener à un changement de la politique américaine. Nous sommes une organisation qui tire une fierté d'être une organisation de gauche. Nous sommes une organisation assez petite en taille à la base. Nous n'avions pas vraiment de salariés. Nos lieux de réunion, c'était les salons des uns et des autres. Mais nous voulions mener de front ce combat car c'est une responsabilité qui nous incombe que de remporter cette victoire. Et la victoire, dans ce cas, ça veut dire élargir le mouvement et faire en sorte que l'opinion publique générale se rapproche de notre position. Comment faire? En nous accrochant à nos principes et à nos valeurs. Je suis également très fière de dire que tout en augmentant en taille, nous avons également augmenté en courage. Nous avons créé des espaces pour que les militants puissent se tourner vers nous plutôt que nous soyons obligés de compromettre nos positions pour les attirer dans notre organisation. Nous lançons des campagnes BDS contre l'occupation et nous le faisions déjà avant 2004. Nous avions des actions, donc notamment pendant les assemblées d'actionnaires contre Caterpillar, par exemple, et ce avant 2004. Et c'est en 2015 que nous avons pleinement adopté l'appel ABDS tel qu'il a été lancé. Nous organisons des événements, nous travaillons sur les réseaux sociaux et surtout en menant bien des campagnes BDS locales et nationales, en mettant en place des liens, en faisant du plaidoyer auprès de nos représentants et encore une fois en proposant un espace pour ceux qui dans notre communauté le recherchent et pour la communauté juive, si vous voulez, ça peut être très difficile de, comment dire, tourner le dos. C'est-à-dire que parfois il faut aller à l'encontre de votre famille, de vos amis, des rabbins de la communauté pour en parler. Donc nous, on leur propose un espace où ils peuvent être à la fois pleinement juifs et à la fois pleinement militants. Mais dites-vous que quelle que soit l'activité, nous parlons d'organisation. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de membres et les mobiliser, les sensibiliser? Comment en faire des leaders? C'est un travail qui est très long, semaine d'embûches, et je pense que c'est la chose la plus importante à faire si nous sommes attachés à cette cause, et nous le sommes. Surtout si nous souhaitons faire notre part et apporter notre pierre à l'édifice de l'égalité et de la justice en Palestine. Nous travaillons avec les organisations et les communautés, avec d'autres communautés. C'est un travail qui est nécessaire. Nous pensons que c'est là ce qu'il faut faire en termes d'alliance, mais c'est aussi parce que nous savons que pour remporter cette victoire, il nous faut des personnes de tout horizon, de toutes les couleurs, des femmes, des jeunes qui sont engagés vis-à-vis de cette cause. Et il nous faut également la participation de personnes qui sont touchées dans leur communauté et dans leur vie par cette cause. Et nous savons que ce sont les points communs que nous pouvons mettre en lumière entre ce qui se passe dans le territoire national et ce qui se passe en Palestine, qui nous permet justement de faire de la sensibilisation, ça nous permet de mobiliser l'opinion publique. Alors, ce qui veut dire que nous travaillons beaucoup avec les organisations partenaires musulmanes pour lutter contre l'islamophobie abjecte aux États-Unis. Nous travaillons avec les communautés hispanophones, les peuples autochtones aux États-Unis, notamment à travers notre campagne Deadly Exchange. C'est pour mettre fin aux échanges donc, entre membres du personnel et des corps de police, entre
Israël et les États-Unis. En fait, ce sont les pires pratiques et les pratiques les plus terribles qui sont mises en partage entre les deux pays. Nous essayons de mobiliser toutes les différentes communautés qui sont concernées par ces échanges. Donc c'est un travail qui est très rigoureux. Cela veut dire qu'il faut être présent pour ces autres groupes et ces autres organisations à long terme, en espérant que ces personnes-là, à leur tour, participeront à nos événements et feront preuve de solidarité. Nous mettons surtout l'accent sur les programmes d'échange policière qui sont menés à bien par des organisations dont ADL, Anti-Defamation League. Donc c'est une organisation qui travaille contre l'antisémitisme, mais c'est une organisation qui également a fait preuve de plusieurs dérives, notamment vis-à-vis de la communauté musulmane et arabe aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une organisation qui essaye de saper toute autre organisation qui s'oppose à la politique israélienne. Et donc, c'est une organisation, l'ADL, qui participe à ces programmes d'échange. Et nous, en tant qu'organisation juive, nous avons un rôle tout particulier. Nous avons le rôle de dénoncer les autres organisations qui protègent la politique israélienne. Nous considérons que les principes de sécurité dont est fait la promotion via ces programmes d'échange est un concept de sécurité qui exclut les personnes noires, les personnes arabes, musulmanes et autres. Et justement, nous essayons de mettre en place un nouveau discours sur la sécurité, un discours qui soit inclusif. Au cours de l'année qui s'est écoulée, depuis que Trump est président, ce sont des temps tout à fait terribles, de plusieurs manières différentes, mais je pense qu'il y a là quand même des opportunités d'action. Notamment, nous avons la déclaration unilatérale de Trump sur Jérusalem, le fait que l'administration Trump est représentée par des ambassadeurs et des personnes comme David Friedman et Jared Kushner, qui sont des défendeurs, des partisans de colonies, qui parfois sont des anciens colons eux-mêmes, ou alors on a aussi le vice-président Pence, qui est un sioniste chrétien. Et d'ailleurs, je dois dire que le soutien qu'il exprime pour Israël se base sur une vision tout à fait antisémite de l'Apocalypse. Et en fait, tout ceci a contribué au fait que c'est la fin d'un mythe. On ne peut plus considérer que les États-Unis peuvent jouer le rôle d'un courtier honnête, entre guillemets, et ce, malgré le soutien diplomatique, économique, militaire et apporté à Israël. Donc nous dépendons en fait de vous maintenant. Nous attendons que l'Europe montre la voie, puisque nous sommes sous une administration Trump. Mais ce qui est intéressant, c'est que les sondages montrent bien l'impact qu'a eu l'administration Trump. Et je pense que c'est assez positif, ou le sera, si nous arrivons à surmonter l'administration Trump. Qui sait? Mais en tout cas, il y a par exemple le Pew Poll, qui est un institut de sondage tout à fait respectable, qui montre qu'il y a de plus en plus un fossé qui s'exacerbe entre les républicains et les démocrates en matière de point de vue vis-à-vis d'Israël. 79% des républicains donc sont pro-israéliens, alors que seuls 27% des démocrates le sont désormais. Aujourd'hui, ça a bien changé, puisque tout à l'heure, je vous disais bien que le soutien à Israël, historiquement, est une question bipartisane aux États-Unis. Alors, ces statistiques, peut-être, ne nous donnent pas matière à nous réjouir immédiatement, mais en tout cas, c'est très prometteur pour le long terme. Il s'agit là, en fait, d'une politique qui est en train de mettre fin à la marque Israël, entre guillemets, à l'image d'Israël qui est en train d'être ternie. Étant donné comment Trump est lié à Israël, et maintenant il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui sont préoccupés et ne veulent plus autant soutenir l'État d'Israël. Alors, je voulais parler un instant d'une loi qui va être
donc proposée au Congrès. C'est une loi intitulée « Ceci, il ne faut pas traiter les enfants ainsi ». Donc il s'agit d'une loi qui travaille sur la situation des mineurs palestiniens en Israël. 2 organisations ont travaillé là-dessus. Nous avons un membre du Congrès qui justement soutient l'adoption de cette loi. Et selon cette loi, en fait, on déclare que les fonds américains ne peuvent servir à des pratiques qui violent les droits des enfants. Et donc, c'est là que l'on touche au S de BDS, puisque on touche là à un élément de sanction. Et je voulais juste dire qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer une telle loi, un tel projet de loi. Nous avons 22 législateurs qui participent à la rédaction et cela reflète bien, en fait, tout notre travail de plaidoyer qui a été effectué. C'est-à-dire que l'on va voir les représentants élus et on leur explique que les membres de leur circonscription sont en faveur de cette loi et qu'ils n'ont rien à perdre et qu'au contraire, ils ont tout à gagner. Et désormais, nous avons plusieurs législateurs, en fait, qui sont contre le lobby pro-israélien aux États-Unis et qui s'expriment ouvertement sur leur soutien au peuple palestinien et c'est un changement très important. J'ai appris une chose ici en France, même si aux États-Unis, nous n'avons pas le même niveau, en ce qui concerne le mouvement de solidarité pro-palestinien, nous n'avons pas non plus le même niveau de répression contre nos activités et j'ai pensé que c'était intéressant d'en parler. Mais je voulais vous parler justement de l'opposition auquel nous devons faire face, les vents contraires auxquels nous devons faire face aux États-Unis. Il y a les lobbies, il y a des experts juridiques, soi-disant, qui s'attaquent aux professeurs, aux universitaires. Il y a des entreprises même qui sont financées directement ou indirectement par l'État israélien lui-même, puisque l'État israélien dépense des centaines de milliers de dollars pour décrédibiliser la campagne BDS. Et l'idée, c'est vraiment de harceler et d'accuser de tous les noms tous ceux qui militent pour les droits des Palestiniens. Il y a également des méthodes d'intimidation, des méthodes, si vous voulez, de chantage contre les professeurs, notamment les professeurs issus de l'immigration, entre autres, les traitant de terroristes. On utilise également d'autres méthodes bien insidieuses et notamment l'adoption de lois. 23 États ont adopté des lois qui punissent les militants qui pratiquent ou qui, donc, s'adonnent à des activités de BDS. Je vous encourage également donc à consulter un manuel que nous avons publié en ligne pour lutter contre ces tactiques insidieuses. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on fait pour lutter contre ces vents contraires. Au Massachusetts, nous avons pu lutter contre l'adoption d'une loi anti-boycott et à chaque fois que l'on remporte une victoire, les législateurs apprennent qu'il y a un coût lorsqu'on apporte un soutien inconditionnel à Israël. Et ça, c'est très, très important. Il y a également une organisation qui, donc des droits humains, de défense des droits humains très importante, qui a pris position là-dessus. Et notamment, il y a eu un dossier, un procès au Kansas. Il a été trouvé que la poursuite en justice était anticonstitutionnelle. Et aux États-Unis, le système fait qu'il faut aller d'un État à l'autre avant d'arriver au niveau national. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de personnes progressistes aux États-Unis, désormais, savent ce qui est imposé au nom d'Israël et au nom de Juifs partout dans le monde. Et je pense que c'est très important de le dire, car on nous dit souvent, vous critiquez Israël plus que d'autres pays. Mais en fait, non, ce n'est pas nous qui faisons l'exception. En fait, c'est ceux qui sont opposés à nous qui nous demandent de traiter Israël différemment que l'on traiterait un autre pays. Alors, j'aimerais continuer
continuer à vous parler, mais je vais m'arrêter là et je vais terminer sur une note positive. Mon organisation, la FPS, la Palestine Solidarity Campaign du Royaume-Uni, nous faisons partie d'organisations qui sont inclus dans la liste noire publiée par Israël. Et je pense que rien ne fait plus peur à Israël que cette vague de soutien qui ne fait que monter. Et nous devons nous le rappeler, ils ne peuvent pas nous intimider et ils ne peuvent pas nous réduire au silence. Au cours des derniers mois, j'ai bien ressenti le fait que j'étais ciblée, mais être ici, c'est vraiment un baume au cœur pour moi, sortir de l'isolement et me sentir moins attaquée, me sentir moins seule. Je pense que désormais, nous devons comprendre que ce sont là des occasions à saisir. Et là, c'est une première étape, en fait, puisque nous sommes en train de mettre sur pied une union, notre force, ensemble pour la justice pour tous les Palestiniens et pour le monde entier. Merci. Merci Rebecca Wilkemerson. Alors il sera intéressant évidemment à la lecture de ce que nous avons entendu, donc à l'écoute de ce que vous avez dit, de savoir s'il y a finalement des différences, des similitudes avec la situation au Royaume-Uni. Je vais ainsi passer la parole à Hugh Lanning, qui est président de l'organisation Palestine Solidarity Campaign au Royaume-Uni, donc président depuis une dizaine d'années. Récemment était l'une des premières personnes à être interdite d'entrer en Israël en vertu de la loi que j'évoquais en introduction, la loi anti-BDS. Alors avant de prendre sa retraite, Hugh Lanning a été haut responsable pendant 30 ans du plus grand syndicat de la fonction publique au Royaume-Uni. Il a joué un rôle important dans l'adoption par le Congrès de la British Trade Union des politiques pro-palestiniennes. Il a été candidat parlementaire pour le Parti travailliste. Et il préside donc la campagne, le Campaign for Freedom of Movement, et il est vice-président de Unite Against Fascism. Voilà, alors Hugh Lanning, the floor is yours. Bonjour à tous. Merci Bernard et AFPS pour l'invitation et l'hospitalité. Et je m'excuse, mais c'est tout de mon français pour aujourd'hui. Oui. I bring solidarity and greetings from one banned BDS organization to another banned BDS Bien, donc je peux déjà saluer le travail qui est fait par Jewish Voice for Peace, d'une organisation BDS à l'autre. Donc, on m'a demandé de parler de la définition de l'antisémitisme selon le IHRA, sur les attaques sur la liberté d'expression, la mise à l'épreuve des droits des municipalités, le rôle joué par le gouvernement, le Parti travailliste et ainsi de suite. Je ne pourrais pas parler en détail de toutes ces questions. Je ne pense pas avoir toutes les réponses, mais comme Rebecca le disait, on a pu entrevoir des avancées. Je voudrais vous citer 5 principes qui, selon moi, sont utiles pour justement surmonter les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Il faut que nous soyons vrais, il faut que nous soyons antiracistes, il faut que nous mettions sur pied des alliances, il faut que nous parlions de la Palestine et il faut que nous nous appuyions sur l'égalité, le droit international et les droits humains. Je vais essayer de donner des exemples. Alors, j'ai entendu ce que vous avez dit sur les gagnants et sur les perdants, les losers. Alors, moi, je préfère plutôt le côté positif, voir le verre à moitié plein. Je pense que nous avons fait quelque chose de bien si on nous interdit du territoire. Si nous n'étions pas efficaces, eh bien cela n'aurait jamais été adopté par l'État d'israélien. Donc je pense que plus on nous attaque, et en fait, plus c'est un signe que nous avançons dans la bonne direction. Un petit peu de contexte avant de vous parler de ces principes.
En Israël, on a l'impression que les dernières 70 années sont des années de progrès, alors que pour la Palestine, c'est une catastrophe sans fin. Israël impose un système d'apartheid qui opprime de manière systématique les Palestiniens à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi en tant que réfugiés palestiniens. Je viens de mettre fin, de finir une dissertation que j'ai rédigée. Je suis de nouveau sur les bancs de l'école 30 ans après, sur la Palestine. Et en fait, on voit bien qu'il y a une discrimination sur tous les fronts, du point de vue environnement, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'accès aux terres. Ils contrôlent les services de santé, les maisons. Et je pense que l'un des défis pour nous, mouvement de solidarité, c'est justement d'avoir un débat public sur Israël en tant qu'État d'apartheid. Je pense que ce serait là un point de basculement. Si on arrive à faire cela, eh bien tous les autres arguments portant sur BDS seront d'un seul coup beaucoup plus légitimes pour aller de l'avant. Je pense que ce régime qu'ils sont en train de mettre sur pied n'est ni défendable ni viable. Et donc la stratégie d'Israël, c'est de distraire tout le monde de tout ce qui se fait. Il y a une diabolisation de l'opposition et des opposants. Israël ne veut pas que le monde se concentre sur ses actions et son attitude. Et c'est pourquoi Israël dépend des millions de livres, des millions d'euros et de shekels, des dépenses qui sont consacrées à des ressources pour justement faire taire les critiques. Et cela partout. Mais les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni sont les cibles principales. Israël sait que s'ils perdent l'argument dans ces terrains qui étaient anciennement conquis, alors il y a une défaite politique qui sera essuyée par ce pays. Et la bonne nouvelle, c'est que cette défaite est en cours. Malgré les initiatives israéliennes, le soutien politique et public pour la Palestine continue à croître. Au Royaume-Uni, en 2017, nous avons eu des sondages d'opinion, notamment pour les élections législatives, et le soutien pour la Palestine a été exprimé de manière majoritaire pour toutes les catégories d'âge, et un jeune sur quatre pour les jeunes. Ces jeunes, la génération à venir, en fait, ne se penchent plus sur l'histoire. Ils voient la réalité telle qu'elle est. Parfois à la télévision, mais très souvent sur les réseaux sociaux. Les offensives contre Gaza, le mur, l'incarcération de Ahed Tamimi. Il s'agit d'événements qui sont en cours et c'est la base sur laquelle ils jugent l'État israélien aujourd'hui. Donc pour ce qui est des 5 principes, dire la vérité. Nous pensons que la meilleure façon de défendre le droit à la liberté, c'est justement de faire l'exercice de ce droit. On ne peut pas se taire, en fait. Il faut vraiment s'exprimer. Lorsque les autorités annoncent des politiques, des réglementations ou des déclarations, ce qu'ils veulent faire, c'est le shock and awe des États-Unis au Vietnam. En fait, ils souhaitent tout simplement dissuader et décourager toute contestation et toute réponse. En tant que mouvement de solidarité, l'une de nos responsabilités, l'un de nos devoirs, justement, c'est de dire ce qu'il en est face à nos autorités et les mettre en face de leurs responsabilités. Au Royaume-Uni, ce n'est pas comme la France ou les États-Unis, nous n'avons pas de constitution écrite, nous n'avons pas un droit consacré à la liberté d'expression en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Alors nous, en tant que personnes, nous sommes protégés par la Convention européenne, donc en vertu de l'article 10, paragraphe alinéa 2, donc de la Convention européenne des droits humains. Et c'est dans ce cadre que le IHRA a donc émis la définition de l'antisémitisme qui a été promue au Royaume-Uni par les partisans d'Israël. Lorsque le gouvernement a adopté la définition, les exemples qui avaient été fournis par l'IHRA ont également été adoptés en tant qu'exemples présentés par les autorités, des exemples d'antisémitisme. Alors,
L'intention sous-jacente n'était pas en fait de lutter contre l'antisémitisme, non. L'intention, c'était justement de s'attaquer aux critiques des actions d'Israël. Il s'agit en fait de dénigrer cette opposition, de la présenter comme étant antisémite, et l'idée c'est bien sûr d'annuler et de suspendre des événements, d'interdire certains participants et d'intimider les soutiens de BDS. C'est une définition qui a été présentée, promue au sein du Parlement et dans les médias, et d'ailleurs cela a eu lieu dans une vague d'accusations d'antisémitisme au sein du Parti travailliste. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu là de changement juridique, en fait. C'était une déclaration de politique du Royaume-Uni, ce qui veut dire que cette loi n'est pas au-dessus des responsabilités et des devoirs tels qu'inscrits dans la loi et la législation nationale. Cependant, c'est une définition qui ensuite a été répandue dans les universités, dans les conseils et dans d'autres organisations, comme si c'était la loi, en fait, la législation. Et donc, on présente vraiment ça comme étant une loi et on s'en sert pour interdire les réunions. Alors, il y a bien une loi qui porte sur l'incitation à la haine et à la discrimination donc au Royaume-Uni. Et c'est donc une loi qui sert justement à la lutte contre le racisme. Donc on voit bien que le problème n'est pas posé par la législation au Royaume-Uni. Nous pensons que l'augmentation du racisme a lieu parce que des partis politiques l'ont banalisé. Et nous avons eu un référendum au Royaume-Uni où les arguments racistes, en fait, ont été utilisés, notamment dans la défense de la sortie de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il y a une augmentation de racisme au Royaume-Uni et non à cause de BDS ou toute autre excuse qui nous a été présentée. Donc, nous avons essayé de lutter contre l'application de la définition, mais je dirais que notre activité la plus importante avec les organisations juives, nous ne l'avons pas fait tout seul, nous l'avons fait main dans la main avec d'autres organisations juives, c'est que nous avons demandé l'opinion experte et juridique au plus haut niveau sur le statut juridique de cette définition. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons posé la question de savoir si les activités comme décrire l'État d'Israël comme étant un État d'apartheid ou si le fait d'appeler ABDS contre Israël était prévu par cette définition. Est-ce qu'on peut les décrire comme étant des actes antisémites? Et en fait, la réponse juridique a été vraiment claire. Eh bien, si une autorité publique décide de poursuivre en justice de tels actes, eh bien, cela serait illégal. En fait, selon la définition de l'IHRA, il faut qu'il y ait une haine, une incitation à la haine contre les personnes de confession juive. Et il faut que ce soit là l'intention de l'action et de la campagne. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons transmis cette réponse, ce conseil juridique. Nous l'avons transmis au Parlement, nous l'avons transmis à tous les conseils, dans les universités et ainsi de suite. Et à ceux qui n'ont pas voulu nous écouter, nous avons bien présenté clairement les choses et nous leur avons bien dit qu'il y avait un risque juridique si on appliquait à tort et à travers cette loi. Nous avons également lancé une action juridique puisque en février 2016, le gouvernement du Royaume-Uni a publié des directives qui voulaient empêcher les municipalités d'avoir des politiques d'investissement éthiques et lorsque ces politiques d'investissement éthiques impliquaient Israël. Et en fait, la déclaration de presse des autorités déclarait que les boycotts municipaux d'Israël mettaient à rude épreuve les relations communautaires et contribuaient à polariser le débat et à l'empoisonner. Et donc,
Il s'agit encore une fois d'une mesure d'intimidation vis-à-vis des défendeurs de la Palestine. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose qui a posé problème pour la lutte contre le racisme. Non, c'était une campagne qui visait précisément les militants pro-palestiniens. Bien sûr, Israël avait informé et éclairé le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement du Royaume-Uni s'est exécuté. Nous avons pu lever 100 000 € en 3 à 4 semaines pour contester cette décision. Nous sommes allés à la Cour suprême au Royaume-Uni et cette Cour a décidé que le gouvernement du Royaume-Uni n'avait pas la compétence d'émettre de telles réglementations qui pouvaient changer les droits et les compétences des municipalités sans adopter un changement de la législation nationale dans son ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne ces exemples? Parce que le droit, c'est toujours la solution. Alors, parfois, c'est très cher et très onéreux, mais on peut perdre. Mais en tout cas, je vous donne ces exemples car ils montrent bien, ils illustrent à quel point nous sommes prêts à contester les décisions du Royaume-Uni et montrent que le gouvernement du Royaume-Uni essayait d'utiliser son autorité pour intimider des militants. Nous pouvons lutter contre cela et parfois nous pouvons même remporter des victoires. Et c'est pourquoi il est si important pour les organisations de solidarité de travailler ensemble et de s'exprimer et de lutter contre les obstacles qu'on lance sur leur route. Deuxième pilier, deuxième principe, être antiraciste, lutter contre le racisme dans la pensée, dans l'action, sur le terrain. Dans notre charte, depuis 1981 et la fondation de notre mouvement, il est bien marqué que nous sommes contre le racisme et nous avons cité l'islamophobie et l'antisémitisme de manière particulière. Et il y a 10 ans, nous nous sommes repenchés sur cette question. Soyons clairs, il y a bien sûr des personnes qui s'opposent à la politique israélienne, qui sont aussi antisémites, qui détestent les Juifs. Il y a aussi les évangélistes qui donc expriment un soutien pour Israël, mais qui sont fondamentalement opposés au judaïsme. Et donc, nous nous sommes rendus compte que la position antiraciste doit représenter une composante intégrale, doit être au cœur de notre mouvement et de notre organisation. Alors, pas seulement parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est la bonne chose, c'est aussi parce que cela nous rend plus forts et parce que c'est là le talon d'Achille d'Israël. Israël est un État raciste. Et Israël continue à mettre sur pied ce régime d'apartheid. Donc, nous devons être antiracistes dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Il a fallu, bien sûr, de notre côté, par exemple, suspendre ou exclure des membres de notre organisation à cause de choses qu'ils ont faites ou dites. Mais en tout cas, on ne peut rester passéiste face à l'antisémitisme et au racisme, puisque cela ne fait que nous affaiblir. Troisième principe, mettre sur pied des alliances. Rebecca en a parlé, la mobilisation. La mise sur pied d'alliances, c'est au cœur de notre stratégie, car nous n'allons pas pouvoir remporter de victoire si nous restons une minorité, quand bien même nous sommes déterminés. Pour le mouvement anti-apartheid pour l'Afrique du Sud, il a fallu 40 ans jusqu'à ce que Mandela soit libéré. C'est une lutte qui a duré très longtemps. Lorsque j'étais plus jeune, que mes cheveux n'étaient pas encore tous blancs, j'étais très actif au sein d'un syndicat, j'étais responsable syndical. Et à ce moment-là, ce syndicat exprimait son soutien en faveur d'Israël. Alors de temps en temps, on disait des choses sur la Palestine et que c'était triste, mais rien n'était fait. Après des années de travail et de dur labeur, il y a un consensus au sein de cette organisation syndicale pour soutenir la Palestine. Et nous avons fait cela en nous appuyant sur notre force, et notre force, ce sont nos militants.
déterminée. Mais nous avons également fait en sorte que des dirigeants syndicaux se rendent en Israël et en Palestine. Et à leur retour, ils ont fait ce que font tous les syndicalistes, tous syndicalistes qui se respectent. Ils ont parlé de ce qu'ils ont vu en Palestine. Ils ont parlé de leurs organisations. Ils ont transformé leur organisation. Ils ont dit à leurs collègues d'aller voir ce qui se passe en Palestine plutôt que d'avoir cette position dite neutre. Bon, ensuite, la jeunesse. J'ai déjà parlé donc du Parti travailliste et de plus en plus de jeunes se sont joints à ce mouvement. Alors, de nombreux d'entre eux ont rejoint le mouvement pour exprimer le soutien à Jeremy Corbyn, certes, mais de nombreux d'entre eux soutiennent également la Palestine. Et donc, nous essayons justement de faire en sorte qu'il y ait un mouvement de base, à la base du parti, pour justement mobiliser ce soutien pro-palestinien au sein du Parti travailliste. L'organisation, ça ne veut pas dire parler entre nous, non. Ça veut dire se tourner vers ceux avec qui on ne parle pas, qui ne nous écoutent pas. Nous avons parlé des réseaux sociaux. Lors des offensives contre Gaza, en 2014 et même avant, nous avions des centaines de milliers de personnes qui étaient disposées à prendre la rue à Londres pour dénoncer ce qui était en train d'être fait à Gaza. Pourquoi? Parce que des millions de personnes ont vu ce qui était dit sur les réseaux sociaux et ils étaient tout à fait disposés à prendre la rue. Et en réalité, ce sont ces campagnes qui ont mené à une croissance incroyable pour le mouvement de solidarité qui a doublé en taille, qui a doublé en ressources financières. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est garantir le soutien de cette génération et faire en sorte que ce soutien se pérennise à l'avenir. Alors, les réseaux sociaux, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Le problème d'Israël, c'est que l'histoire qu'il a racontée n'est pas tout à fait positive. Le message, si vous voulez, ne parle pas exactement au cœur et aux esprits des jeunes d'aujourd'hui pour ce qui est de l'État israélien. Et ça, c'est notre force à nous. Et nous devons l'exploiter. Quatrième principe, parler de la Palestine, s'exprimer sans crainte, donner de l'ampleur aux voix palestiniennes. Alors souvent, lors de meetings au Royaume-Uni, on me dit c'était une très bonne réunion, mais nous avons entendu beaucoup de non-palestiniens s'exprimer sur ce que les Palestiniens doivent faire. Quand est-ce qu'on va écouter des Palestiniens? Donc le rôle des organisations de solidarité avec les Palestiniens, c'est justement de porter la voix des Palestiniens et non de parler en leur nom. Et c'est un défi, c'est une difficulté pour nous. Nous en avons déjà parlé. Je vais parler de la déclaration Balfour. Il y a 100 ans, la Grande-Bretagne a donné quelque chose qui ne lui appartenait pas, la Palestine. Et en 2017, la première ministre britannique, Theresa May, a souhaité en faire la célébration à Londres. Une véritable fête d'anniversaire, si vous voulez. Nous avons eu beaucoup d'échanges à ce sujet. Que faire? Est-ce qu'il fallait exiger des excuses? Est-ce qu'il fallait faire signer des pétitions? Est-ce qu'il fallait avoir des manifestations contre cette célébration? Mais nous en avons parlé avec des organisations palestiniennes et nous nous sommes rendus compte que c'était là l'occasion de mettre la lumière sur le côté palestinien de l'histoire, sur leur récit. Et donc, au cours de l'année qui s'est écoulée, nous avons eu des centaines d'événements et de meetings où des Palestiniens se sont exprimés sur leur histoire. L'apogée de cette année, c'était une manifestation pour commémorer l'anniversaire de Balfour qui a réuni des centaines de milliers de personnes, des milliers de personnes. Donc,
Il y a eu des discussions, bien sûr, dans les médias sur la déclaration de Balfour, et la question a été posée. Et la Palestine? Et donc, ce n'était plus la fête d'anniversaire que préparait Israël, c'était plutôt l'occasion de justement mettre en lumière l'injustice qui est toujours en cours sur le territoire palestinien. Cela montre bien qu'Israël ne veut pas avoir cette conversation sur la Palestine. Non, Israël veut parler de l'antisémitisme, de BDS, du terrorisme et de la Syrie. Bref, tout sauf la Palestine. Donc notre travail, justement, c'est d'en parler, c'est de donner de l'ampleur aux voix des Palestiniens. Lorsque je me suis rendu en Palestine, de nombreux Palestiniens m'ont dit à maintes reprises « C'est très bien que vous soyez venus, que vous nous ayez écoutés, mais ce qui est vraiment important, c'est ce que vous allez faire dans votre pays pour mobiliser le soutien en faveur de la Palestine et je pense qu'il faut qu'on garde ça en ligne de mire. » Le dernier des principes dont je voulais parler, c'était l'égalité, le droit international et les droits humains. Bien sûr, l'histoire, c'est important. 100 ans depuis Balfour, 70 ans depuis la Nakba, 50 années d'occupation et 10 années de blocus. Il s'agit de dates très importantes. Ce sont des dates qui peuvent servir à nos campagnes. Mais malheureusement, on ne pourra remonter dans le temps, on ne pourra réécrire l'histoire. On peut tirer des enseignements. Mais nous, notre travail, c'est de changer l'avenir, c'est faire en sorte que l'avenir soit meilleur et qu'il soit différent. Donc, pour chaque erreur historique, il faut une action future qui la répare, qui rectifie le tir. Et pour ce faire, nous devons élargir notre mouvement. Nous ne pouvons nous appuyer uniquement sur les personnes qui nous soutiennent déjà. Donc, pour réellement pouvoir faire campagne, nous devons nous concentrer sur les normes internationales et les droits humains et le droit international, car nous pensons que c'est sur cette base que nous pourrons mobiliser la base la plus large. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'Israël fait appel à l'histoire, car Israël ne veut pas être jugé à la lumière des normes internationales en vigueur. Donc je pense que ce que nous devons faire, c'est justement remettre la conversation dans le contexte d'aujourd'hui, remettre la lumière sur les actions injustifiables d'Israël. En conclusion, je voulais donc parler de l'interdiction de BDS. Nous avons donc les 4 éléments de notre stratégie: solidarité, action politique, et ainsi de suite. Et la campagne BDS fait partie intégrante et l'élément clé de la mobilisation. Je l'ai dit, les Palestiniens vivent sous un régime d'apartheid et le monde ferme les yeux là-dessus. Je dois dire que c'est une responsabilité qui nous incombe de rectifier le tir, faire en sorte que la Palestine ne vive plus sous occupation militaire. Alors lorsqu'on a tout ça en tête, pourquoi l'appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions est-il si scandaleux? Pourquoi est-ce si scandaleux d'appeler au boycott jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international? En fait, il semblerait qu'Israël peut faire ce que bon lui semble en toute impunité. Lorsqu'on interdit en fait les soutiens de BDS, cela ne mettra pas fin à l'opposition. Je pense que plutôt cela montre bien l'isolement d'Israël. Cela montre qu'Israël est de plus en plus loin que ce qu'on décrirait comme étant une démocratie. La liberté d'expression est une condition sine qua non de toute démocratie, ce qui veut dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord comme on a le droit d'être d'accord. Et moi, je dirais que si votre meilleur ami est Trump, il y a de quoi s'inquiéter et se poser des questions. Je pense que cette interdiction d'entrer sur le territoire de ces soutiens, en fait, ne va que nous renforcer. En fait, cela montre bien qu'Israël n'est pas
cette démocratie telle que cet État le décrit. Alors, il semblerait que les forces de sécurité israéliennes et les forces de renseignement n'aient pas le sens de l'humour comme nous, Britanniques. Mais je pense que nous, en tant qu'organisation, si nous sommes sur cette liste, ça veut dire que nous faisons ce qu'il faut. Nous allons continuer à nous opposer à ces actes inhumains. Nous allons continuer à nous exprimer contre ces actes. Merci de votre temps. Désolée, je me suis exprimée en anglais, mais c'était là une occasion rêvée de faire part de notre expérience. Merci beaucoup. Merci Hugh Lanning. Alors je vois qu'il est 16h04 avec une petite séance de questions qui va pouvoir s'ouvrir. Mais avant cela, Léa Tsemel souhaitait ajouter quelque chose. Léa Tsemel. Je suis vraiment désolée, je m'excuse, mais subitement, je viens de me rappeler, de penser au fait que les espions du ministère étranger israélien va rentrer en Israël et dire, vous voyez, elle n'a pas parlé une seule fois de la situation des étrangers en Cisjordanie. Donc, on peut continuer avec notre politique. Donc, je ne peux pas faire en sorte que ceci fonctionne, que ceci arrive. Donc, voilà, je voulais souligner que les couples mixtes de Palestiniens et étrangers sont aujourd'hui victimes d'une nouvelle campagne. Les Israéliens ont lancé une nouvelle campagne qui empêche ces mariages d'exister, qui empêche ces personnes de devenir parents, qui demande à chaque étranger qui est marié à un Palestinien, femme ou homme, de démissionner de tout emploi, de venir en Palestine avec un visa d'un mois, de payer entre 80 et 50 000 shekels, une somme qu'ils doivent verser lorsqu'ils entrent sur le territoire pour les récupérer en repartant. Et je pense que l'objectif est de forcer les familles à émigrer. Ils ne souhaitent pas accueillir des étrangers en Cisjordanie. Et ceci est essentiel pour leur politique. Donc voilà, je l'ai dit, maintenant les espions pourront rentrer en Israël en affirmant que j'en ai parlé. Une dizaine de minutes. Monsieur. On va peut-être prendre 2 questions ou 3 à la fois. Et je sais qu'il y avait... We hear you, just shout. Oui. Allô. Oui, oui. Tout le messieurs, dames. I like it when they say messieurs, dames. I can hear you, but the translators can't. Le problème, la traductrice ne peut pas vous entendre et donc on... Can you repeat what he says? Oui, il voulait une question pour la déclaration de Balfour, mais on n'a pas eu la question encore. Oui, bonjour. Oh, bon. J'avais une question une observation pour Monsieur Lanning au sujet de la déclaration de Balfour. Je voulais juste rappeler que celle-ci stipule que le droit de la création d'un foyer national juif en Palestine, on ne parle pas d'Israël, on parle en Palestine, ne devait pas entraver le droit des populations non juives autochtones. C'était dans la déclaration de Balfour. C'est juste un rappel, il n'y a pas une question. On est d'accord, monsieur? D'accord. Merci. Madame, ici. Shout. Hi. This is a question for Rebecca and Hugh. Donc une question pour Rebecca et Hugh. Vous nous avez dit que l'un des principes pour organiser ce mouvement est de tenter de parvenir à atteindre de nouvelles audiences. J'aimerais juste
demander comment est-ce que cela s'est passé avec la jeunesse britannique et américaine. Parce qu'ici en France, nous avons bien du mal à atteindre la jeunesse française. C'est un vrai défi pour nous. Donc, plus précisément, comment est-ce que vous avez commencé à travailler dans les lycées, les universités? Quelles ont été les premières étapes qui sont pour nous un peu compliquées à mettre en place? C'est compliqué en raison du système d'éducation publique. Quels ont été les défis? Et comment est-ce que vous avez réussi à parler aux jeunes pour qu'ils arrivent à comprendre ce sujet si complexe? Comment réussir à le simplifier pour le rendre compréhensible à tous? Donc voilà, comment atteindre les jeunes et quels sont les challenges et défis You want to answer? Oui. Dernière question ou demande de précision. On a bien entendu Hugh nous décrire la situation au Royaume-Uni. Je pense que nous, la situation en France est très différente, ne serait-ce, enfin, à maints égards, notamment pour ce qui est des rapports avec les syndicats, les trade unions et les partis. On n'est pas dans la même configuration en France, mais je pense qu'on a beaucoup malgré tout, à apprendre de vous, parce que nous cherchons précisément à mettre au cœur de la politique, et on va en débattre tout à l'heure, la question des sanctions, la question de la mise en cause politique de l'État d'Israël, pour lequel nous participons de façon que nous cherchons intelligente et efficace à la campagne internationale boycott, désinvestissement, sanctions. Merci Hugh, si vous pouvez nous donner quelques éléments. Peut-être qu'on vous laisse répondre et puis on reprend 2 autres questions. Hugh Lanning. Okay. On the first question or point about Balfour, pour la première question ou le premier commentaire sur la déclaration de Balfour, nous savons bien que la déclaration de Balfour a parlé de la création d'un foyer des Juifs qui n'auraient pas dû survenir aux dépens de la communauté palestinienne, du peuple palestinien. C'est quelque chose qui a été ignoré depuis la rédaction de cette déclaration. Et donc, il y a une injustice que nous devons corriger. C'est l'un de nos messages depuis longtemps. Ensuite, cela a été compliqué puisque les Britanniques ont une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé loin de nous, qui est le résultat d'actions des Israéliens et Palestiniens les uns contre les autres. Le colonialisme des Anglais et même les Français ont également eu un rôle lorsqu'il s'agit de diviser le Moyen-Orient. Donc, nous avons une responsabilité là-dedans. C'est ce que nous avons essayé de transmettre comme message. Sur la question d'atteindre les plus jeunes, c'est un travail encore en cours. Nous n'avons pas encore réussi à résoudre vraiment cette question. Mais je pense que ce que nous avons réussi, ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer lorsque nous parlions des syndicats, c'est de faire en sorte que cette question soit essentielle, centrale. Mon travail auprès des syndicats était que vous réussirez à bien influencer une organisation si vous travaillez au niveau de leurs ressources et non pas de manière abstraite, mais vraiment en déployant des efforts, en investissant de l'argent. Et je pense que le changement qui a réussi à nous faire basculer dans un fonctionnement plus concret. Comme toujours, ma femme qui était à l'époque, Fiona, qui est présente, qui était responsable des relations, des réseaux sociaux pour notre organisation, a beaucoup agi à ce moment-là. Donc il y avait des jeunes qui voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, un de
À la BBC, il y a eu une émission qui a été enregistrée et des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à l'extérieur de la BBC suite à une émission qui a été très problématique sur la question de la Palestine. Et c'était tous des jeunes. Et donc, la question, nous avons vraiment essayé d'être le plus ouverte possible, d'inviter le plus de personnes, même si les jeunes n'allaient probablement pas être intéressés par nos réunions, les lettres que nous envoyons. Donc, nous avons tenté de les atteindre d'une façon un peu diverse. Et nous aimons bien prétendre que nous sommes jeunes et un peu à la mode, mais ce n'est pas le cas. Et donc, il faut arrêter de croire que les personnes âgées peuvent recruter les jeunes. Ce sont les jeunes qui recruteront les plus jeunes. Donc, il faut réussir à impliquer les plus jeunes, s'assurer que les plus jeunes peuvent se faire entendre dans l'organisation, qu'ils n'ont pas seulement à suivre nos ordres, mais qu'ils peuvent, eux, décider comment est-ce que l'organisation se structure et fonctionne. Et il y a également deux autres grandes ressources à utiliser, les universités. Lors de la semaine contre l'apartheid Israël, il y a eu des événements organisés dans les universités avec des universitaires qui se sont impliqués, et donc nous avons réussi à mettre en place des actions reposant sur la tradition britannique de protection de la liberté d'expression au sein des universités. Et nous essayons également de construire un réseau de jeunes qui promeuvent les actions en faveur de la Palestine dans leur propre cercle. Et enfin, je vous ai dit qu'après 40 ans, je suis de nouveau étudiant. J'ai retrouvé les bancs de l'université et je me suis rendu compte que maintenant, tout est électronique. Je rends mes devoirs de manière électronique sur Internet. Et donc, je me suis rendu compte, et je le partage aujourd'hui, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer avec les jeunes d'une manière autre que par un moyen électronique. La tradition politique en France n'est pas forcément si différente de la nôtre. Il y a également des syndicats et des partis. Des différences existent, mais les leçons sont les mêmes. Il y a 10 ou 15 ans, les syndicats ont été la première cible chez nous et nous avons donc formé nos membres pour qu'au sein de leur propre syndicat, ils parlent de la question palestinienne et qu'ils réussissent à faire passer des résolutions au sein de leur propre syndicat. Et bien sûr, cela prend du temps, il faut gagner du terrain, syndicat par syndicat, branche de l'industrie par branche de l'industrie. Et nous avons réussi ensuite à mettre en place un réseau de syndicalistes qui travaillaient avec d'autres syndicalistes. Et enfin, nous avons réussi à avoir un fonctionnaire haut placé qui faisait partie de notre organisation, un responsable, qui nous a dit que non, les autres, là où il nous a affirmé il y a peu de temps que maintenant plus personne ne veut l'écouter parce que tout le monde parle de la Palestine. De leur côté, ils n'ont pas besoin de lui pour parler de la Palestine et c'est l'objectif. Nous avons essayé vraiment de former tout le monde pour que chacun sente qu'il peut s'approprier la question et parler de la Palestine sans nous, et c'est exactement le même processus que nous sommes en train de suivre au sein des partis politiques. Donc, voilà. Nous sommes en train d'essayer de faire évoluer les partis politiques sur cette question. Rebecca, oui, sur l'organisation des jeunes, je suis d'accord avec You. Je pense qu'au départ, il est nécessaire de faire en sorte que ce soit les jeunes qui recrutent les plus jeunes et faire en sorte que la question soit centrale. Lorsque j'ai pris la tête de GVP il y a 15 ans, j'étais la plus jeune et maintenant je suis la plus âgée. Donc, c'est important de se rendre compte que la plupart de nos employés ont une vingtaine d'années. Il y a quelques organisateurs qui viennent tout juste d'être diplômés. Donc, et la question n'est pas seulement d'être du personnel. Si vous n'avez pas de moyens pour embaucher beaucoup d'employés, il y a d'autres réponses. Au début, nous avons d'abord essayé de cibler des petits groupes d'étudiants, de jeunes qui avaient envie de travailler avec nous. Nous avons trouvé un petit groupe qui souhaitait travailler avec nous, et une fois de plus, l'objectif était de lutter
contre la présence de Netanyahou à la Nouvelle-Orléans. Ils ont tenté d'empêcher Netanyahou de prendre la parole sur place. Nous avons filmé un film que nous avons mis sur Internet et qui est devenu complètement viral. Ce sont les jeunes qui se sont occupés de toute l'action. Il y a un jeune artiste qui a illustré toute l'action. C'était très poétique, très beau, quelque chose que nous n'aurions pas pu penser de faire. Donc nous avons commencé par un groupe de jeunes, un petit groupe, qui ont fait une action que nous n'aurions jamais pu définir ainsi, qui était très brillante, qui a beaucoup parlé, qui a touché beaucoup plus de personnes. Et donc, vraiment, c'est important d'impliquer les plus jeunes dès le départ. Et c'est également essentiel d'avoir les plus jeunes pour réussir à faire changer la culture. Par exemple, nous avons organisé cette conférence très tôt le lundi matin. Aucune jeune personne ne pourrait être ici. Il faut plutôt réfléchir à organiser les réunions peut-être le soir ou les week-ends à des moments où les plus jeunes peuvent participer. Nos étudiants ont également développé de nouvelles campagnes qui se concentrent par exemple sur le droit à l'avortement et le droit au contrôle de la contraception. Donc ils se sont concentrés sur des campagnes qui les touchent plus particulièrement que nous et que nous à notre âge. Puis on réussit à travailler par effet de capillarité pour ainsi dire, on contacté d'autres réseaux. Il est important donc de laisser les étudiants diriger leur propre campagne, être à la tête et prendre toutes les décisions. Et nous voyons bien que ces campagnes peuvent être très réussies. Et donc l'essentiel est de réussir à donner des ressources, de donner des moyens aux plus jeunes pour changer la culture. Et on voit que maintenant il y a un vrai respect entre les générations. Une fois de plus, je me rends bien compte que cela peut paraître très utopique, mais ce n'est pas le cas. Nous réussissons en travaillant ensemble à améliorer, à faire en sorte que nous ayons des respects. À la fois de notre côté, nous avons un respect pour la motivation et l'énergie des jeunes, alors que eux prouvent beaucoup de respect pour notre sagesse entre guillemets. Quelques autres questions. Merci. D'intervenants. Merci. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix et je voudrais poser 2 questions à Rebecca pour mieux comprendre l'histoire particulière de la population juive aux États-Unis, à savoir, vous réussissez à mobiliser beaucoup de jeunes juifs. En France, c'est plus difficile. Voilà, quelle est l'histoire particulière des États-Unis. Et par rapport, le rapport à la religion semble être un peu différent aussi aux États-Unis, en ce sens que quand en France, il y a plus de sionistes parmi les personnes qui pratiquent la religion et moins parmi les personnes qui ne pratiquent pas la religion. Voilà. Et je termine en informant que demain soir, nous aurons une réunion publique avec Rebecca, l'Union juive française pour la paix et l'AFPS tiendront donc une réunion publique, salle Gendarme, dans le 2e arrondissement. Voilà. Madame. Je viens des Pays-Bas, d'une autre organisation juive, et je voudrais poser une question à Rebecca. Rebecca, vous avez parlé de 2 éléments. En 2010, vous êtes engagé complètement dans la campagne BDS et vous avez affirmé que vous aviez tenté de mobiliser l'ensemble de la communauté juive américaine pour qu'elle vous rejoigne. À quel point BDS a été un élément qui a permis d'attirer les gens vers votre organisation ou dans quelle mesure est-ce que ça les a repoussés? Oui, alors je vais pouvoir probablement associer ces 2 réponses. Tout d'abord, oui, merci pour cette petite publicité pour ma réunion demain soir. J'espère vraiment que vous serez non plus parce qu'il y a eu beaucoup de choses
choses liées à l'antisémitisme, à l'antisionisme ce matin dont j'aimerais avoir parlé plus et nous entrerons plus en détail demain soir. Donc, si vous avez envie d'entendre plus sur cette question, vous pourrez venir demain soir. Sinon, brièvement, la communauté juive aux États-Unis, je ne suis pas vraiment au fait de l'évolution de la communauté juive en France. Je ne sais pas, en tout cas dans la communauté organisée, aux États-Unis, le sionisme est très très présent et je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir une question sur l'antisionisme et le non-sionisme et se rappeler que pendant longtemps, le sionisme était une approche minoritaire dans la communauté juive et je pense que nous devrions nous réapproprier cette histoire. Nous n'avons en fait pas de position sur le sionisme dans mon organisation, c'est quelque chose dont nous parlons, mais nous souhaitons rappeler à tous, nous avons de nombreux membres, nous sommes des anti-sionistes fiers et certains membres de notre association sont des anti-sionistes et il y a donc tout l'éventail des positions sur le sionisme qui sont représentées dans notre organisation, mais essentiellement ce que nous tentons de faire, c'est de faire en sorte que nous pouvons être juifs de bien des manières et que le sionisme n'est qu'une façon de l'être. Je pense que ce qui est également très intéressant sur la communauté juive, et j'essaie d'être très brève, et j'ai beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit, mais bien évidemment aux États-Unis, il y a de nombreuses versions du sionisme. Certains, il y a une communauté orthodoxe juive qui est très séparée du reste de la population, mais la plupart de nos membres font partie des communautés juives un peu moins strictes, pour ainsi dire. Et il y a également beaucoup de membres qui ne sont pas du tout reliés avec la religion telle qu'elle est pratiquée officiellement. Ils ont des racines juives, leur famille est juive, mais ce n'est pas, c'est tout. Nous n'avons absolument aucun sentiment vis-à-vis de ces différentes versions du judaïsme. Nous accueillons tout le monde, c'est le seul sentiment que nous avons là-dessus. Et aux États-Unis, nous n'essayons pas de recréer l'exclusivité juive que l'État d'Israël défend, en tout cas pas dans notre organisation. Nous pensons que nous pouvons devenir... Nous avons des membres de notre organisation qui souhaitent travailler avec nous parce qu'ils sont inspirés par les valeurs juives et ils sont bien évidemment les bienvenus. Ils n'ont pas besoin d'être juifs eux-mêmes. Donc nous avons vraiment une approche très large. Ce qui est intéressant à propos des plus jeunes, lorsque JVP a été créé, il a été créé par des personnes plus laïques qui étaient déjà de tendance de gauche. Et ils ont décidé qu'il était important de prendre la parole d'un point de vue d'identité juive. Et bien évidemment, je suis en train de généraliser là. Mais lorsque nous avons tenté d'attirer plus de jeunes, les plus jeunes que nous avons réussi à attirer jusqu'en 2014 tout particulièrement, c'était des personnes qui avaient une pratique juive. Ils n'avaient pas vraiment besoin de sionisme. Parce que si vous grandissez comme un laïc, un juif laïc, et la seule chose dont vous entendez parler lorsque l'on parle du judaïsme, c'est l'Holocauste ou Israël ou l'Holocauste. C'est parfois un peu compliqué de se situer, mais nous avions au début des juifs qui étaient pratiquants et c'est beaucoup plus facile de ne pas se définir sioniste lorsqu'on a sa propre pratique juive parce qu'on peut se détacher des exemples qu'on nous offre. Et pendant longtemps, nous avons donc mené cette campagne de BDS. Et donc, toutes les peurs que nous sommes rendus compte après quelques années que tout le monde nous voyait, nous percevait comme une organisation pro-PDS qui menait cette campagne PDS. Et donc toutes les peurs que nous avions lorsque nous avons décidé de nous engager complètement pour PDS, de repousser des personnes étaient complètement infondées puisque nous étions déjà perçus comme une organisation PDS. Donc cette décision de devenir complètement pro-BDS nous a permis au contraire d'attirer beaucoup plus de personnes. Nous sommes vraiment des acteurs qui sont perçus comme des personnes de confiance. Nous avons bien évidemment à cœur les intérêts de la communauté juive, mais bien évidemment surtout de nos amis palestiniens et arabes. Et donc, nous avons réussi à créer des relations basées sur la confiance. Et je pense qu'après 2014, après la guerre de Gaza,
Il a été tout particulièrement important. Bien évidemment, nous avons essayé d'attirer toutes les personnes qui sont libéraux sur toutes les questions, à part la question d'Israël. Nous avons également essayé d'attirer toutes les personnes qui ont du mal à quitter leur propre communauté. Mais nous sommes rendus compte que nous avons eu du mal à... Nous souhaitions attirer également tous les ce que nous appelons les juifs non affiliés, toutes les personnes qui ne font pas partie d'une communauté organisée. Et nous avons réussi à créer une communauté, un espace où ils pouvaient être non seulement, pour ainsi dire, des juifs renés, et qui ont réussi donc à vivre leur croyance, leur foi d'une autre façon. Je vous remercie. Merci infiniment. Je crois qu'effectivement, le temps qui nous était imparti est 16h28. Merci à chacun des intervenants et pour votre présence ici.